Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée à ce titre qui peu à peu devient un classique des manga tech. Moriarty the Patriot. Avec la sortie en France de son premier spin-off The Remains, il est enfin temps de parler de cette histoire qui plonge le lecteur en Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle. On y fait la rencontre des frères Moriarty devenus des consultants du crime dans le but de renverser la société britannique si inégalitaire à cette époque. Et pour ce faire, ils ne s'en prennent pas à n'importe qui. Toute l'analyse de la série est donc à retrouver dans l'émission précédente, mais dans ce podcast, on va parler du manga aussi, mais pas que, puisqu'avec Julie de la 5e de Couve, salut Julie. Salut. On reçoit un expert en Sherlock Holmes, en récit d'énigmes et en manga d'enquête. Thierry Gilibert est vice-président du Cercle Holmésien de Paris, et avec lui, on va rentrer dans les arcanes Conan Doylesques. Bonjour Thierry. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous. Est-ce que très brièvement, vous pouvez nous dire en quoi consiste le Cercle Holmésien de Paris ? Le Cercle Holmésien de Paris, c'est une association à but non lucratif qui est dédiée au partage multiple autour de Conan Doyle et bien sûr de son meilleur des protagonistes de ses histoires, qui est en l'occurrence Sherlock Holmes. C'est surtout aussi un prétexte à l'amitié comme Watson et Sherlock Holmes étaient des grands amis. Nous sommes de grands amis aussi dans cette association et nous partageons régulièrement nos informations sur l'actualité, les mangas notamment, le cinéma, le théâtre. Nous faisons des voyages aussi, nous nous costumons parfois à la manière victorienne, nous reconstituons les nouvelles de Sherlock Holmes. Nous faisons aussi tous les deuxièmes mercredis de chaque mois dans un pub parisien des petites réunions où nous prenons une nouvelle pour thème, où nous faisons aussi des quiz sur ce qu'on appelle le canon, qui consiste aux écritures sacrées des aventures de Sherlock Holmes, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le Cercle Holmésien de Paris. Et en tant que spécialiste des œuvres de Conan Doyle, justement, quels sont les atouts du manga Moriarty à vos yeux ? Tout, déjà, c'est de revisiter l'œuvre de Conan Doyle et de le faire de manière à la fois ludique, mais aussi de manière sérieuse également. C'est un manga que j'apprécie particulièrement parce que autant les auteurs prennent un petit peu le parti qu'avaient pris Moffat et Gatiss avec la série Sherlock BBC, c'est-à-dire de s'amuser à moderniser un petit peu les écrits de Sir Arthur Conan Doyle, mais également, ce qui me plaît beaucoup dans ce manga, c'est toute sa partie, on va dire, révolutionnaire qui tient à parler des classes sociales, de la lutte des classes, et de faire de Moriarty non pas quelqu'un de simplement une sorte de génie du mal, mais au contraire, c'est d'ailleurs le titre du manga, d'en faire un patriote assez atypique et de revisiter un petit peu l'histoire de l'Empire britannique. Eh bien d'ailleurs, sans chercher à forcément jouer au jeu des différences, est-ce que vous pouvez nous décrire comment est le Moriarty originel inventé par Conan Doyle ? Le Moriarty originel, c'est un affreux, un vrai vilain. Donc Conan Doyle, quand il crée le personnage de Moriarty, il faut savoir qu'il le crée. C'est une sorte de diabolus ex machina, c'est-à-dire qu'il est là uniquement pour permettre de tuer Sherlock Holmes, parce que Conan Doyle en a marre de son personnage. Donc sa créature lui échappe, il est trop populaire, ça l'empêche d'écrire des œuvres historiques. Et pour s'en débarrasser, il a l'idée de créer un affreux. Un personnage qui soit à la hauteur du génie de Sherlock Holmes, mais du côté du mal. D'ailleurs, si on prend l'étymologie du nom de Moriarty, Moria en latin, ça veut dire la mort, et Ty, ça veut dire toi, donc littéralement, c'est la mort pour toi, en s'adressant à Sherlock Holmes. Et Moriarty, la façon dont il est physiquement, c'est vraiment un affreux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une allure dégingandée, qui a un grand front, qui a des yeux perçants. Conan Doyle le décrit avec une attitude reptilienne, il bouge son cou sans arrêt, c'est quelqu'un, c'est vraiment, il le décrit comme le Napoléon du crime. Donc Napoléon pour les Anglais, c'est quand même une référence qui est à la fois géniale et aussi diabolique. Donc c'est un personnage vraiment affreux. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ça. C'est quelqu'un aussi qui est décrit de manière aussi arachnéenne, puisqu'on dit qu'il est
toujours au centre de sa toile et il est à l'affût de la moindre vibration qui lui permet de s'enrichir et d'être le grand leader de la pègre londonienne. Et alors, selon vous, c'est marrant parce que du coup, vous décrivez Arthur Conan Doyle comme créant Moriarty pour tuer Sherlock Holmes, sauf que là, on a une histoire donc uniquement basée sur Moriarty. Et donc, qu'est-ce qui ferait la patte d'Arthur Conan Doyle dans la narration de ce manga ? Conan Doyle, comme les auteurs de ce manga, a la force de ses écrits, dans tout ce qu'il a fait, mais principalement dans ses écrits des aventures de Sherlock Holmes, c'est la force des personnages. Sherlock Holmes, c'est l'archétype des détectives. C'est quelqu'un qui a à la fois une part géniale, on va dire lumineuse, mais un peu à la façon de Lucifer. Hein. C'est quelqu'un qui a aussi sa part d'ombre, hein, puisqu'il se drogue, par exemple. Donc c'est un personnage auquel on s'attache parce qu'il a à la fois des forces et des faiblesses. C'est aussi un ami extraordinaire pour John Watson. Donc et puis Conan Doyle, dans ses écrits, il décrit des personnages très forts. Même Moriarty, s'il apparaît que 4-5 fois hein, dans les 56 nouvelles et 4 romans qui décrivent les aventures de Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est un personnage emblématique, qui marque vraiment les écrits de Conan Doyle, également comme Irene Adler, également comme le frère de Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, comme Charles Augustus Milverton, etc., etc. Et dans le manga, le manga est parfait pour ça, parce que les auteurs, quand ils œuvrent sur ce manga, ils décrivent des personnages fabuleux, donc ils étoffent les personnages comme le colonel Morant, il y a Von Herder qui est juste l'inventeur normalement d'un fusil à air comprimé dans le canon, qui là aussi prend un petit peu le personnage, l'inventeur génial des aventures de James Bond. Irene Adler également prend une dimension, puisqu'elle endosse le patronyme de James Bond et devient aussi quelqu'un encore plus complexe que dans le canon. Donc voilà, donc la force aussi bien de Conan Doyle que des auteurs de ce manga, c'est de donner vraiment une épaisseur, une truculence à tous ces personnages qui font qu'on s'y attache particulièrement. Et donc vous, que pensez-vous des anachronismes ou même ce qu'on pourrait appeler des pirouettes narratives qui sont proposées par les deux auteurs de ce manga ? Oui, ce sont de sacrées pirouettes, mais c'est surtout de l'amusement. Alors moi j'y vois surtout, c'est une sorte de modernisme rétrograde. Hein, c'est-à-dire que pour étoffer un petit peu la dimension sociale et s'attacher, je pense, les lecteurs, on voit que ce Moriarty dans ce manga, comme le Sherlock Holmes d'ailleurs de Conan Doyle, c'est un personnage atemporel. Hein, c'est un idéaliste. Hein, donc c'est quelqu'un de très complexe, et toutes ces pirouettes font qu'on sait que c'est une fiction. Hein, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose de linéaire du point de vue de l'histoire, non seulement de l'histoire de la fiction des aventures de Sherlock Holmes, mais de l'histoire également réelle. Hein, il y a beaucoup de liberté par rapport à l'histoire réelle de l'Empire britannique, etc., ou même des inventions et tout ça. C'est quelque chose qui fait qu'on sait que c'est à la fois une fiction, mais aussi que c'est une sorte d'objet d'amusement qui tire vers toutes les sympathies de la culture populaire. Par exemple, le personnage de Renfield, ça fait penser à Dracula. Il y a du folklore avec Billy the Kid. On a parlé de James Bond tout à l'heure. Donc, il y a plein de petites, comment on peut appeler ça, une sorte d'ingrédients qui sont des épices narratives qui font que le lecteur est émoustillé par toutes ces pirouettes. D'accord, ce serait plus des sortes de petits hommages qu'ils rendent à différents personnages emblématiques de la culture populaire. Ouais, je pense que plus que des hommages, c'est-à-dire que c'est comme Sherlock Holmes, c'est un archétype du détective, eh bien on prend des archétypes comme ça qui marquent la culture populaire et qui sont des sortes de références. Je pense que c'est un moyen narratif aussi de faire quelque chose qui est assez synthétique, c'est-à-dire que quand on parle de James Bond, on connaît tous le personnage, on voit à quoi ça fait référence, et de faire que Irene Adler tend vers James Bond, on sait tout de suite en un claquement de doigts la dimension que les auteurs veulent donner à ce personnage, par exemple. Et pour ceux qui ne seront pas aussi familiers avec cet univers, est-ce que Conan Doyle avait aussi des attentions, des revendications d'ordre moral ou social, comme vous l'avez dit tout à l'heure concernant le manga ? Il n'influence pas forcément volontairement le lecteur, comme les
les auteurs du manga de Moriarty le font. Conan Doyle, c'était quelqu'un qui surtout écrit Sherlock Holmes avec ses propres valeurs morales. Mais il y met beaucoup de lui-même, et c'est-à-dire qu'il fait de Sherlock Holmes réellement un chevalier. Conan Doyle, son modèle, c'était les histoires héroïques comme Ivanhoe de Walter Scott. Donc, c'est quelqu'un qui est prude, c'est quelqu'un qui est chevaleresque. Donc, et il met toute cette grandeur morale. En même temps, il met aussi beaucoup de sa propre philosophie sur la vie, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sherlock Holmes, c'est un personnage un peu ambivalent. Il a à la fois une part d'ombre et une part de lumière. Et Conan Doyle, c'est un peu ça. Lui-même, dans sa vie, a beaucoup de Sherlock Holmes de ce côté-là. Donc, il montre par un certain côté que pour être quelqu'un de bien dans la vie, il faut être pluriel. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut dépasser le manichéisme. Par exemple, Sherlock Holmes, qui est assez évident par rapport à son frère comme Mycroft, qui lui est au service vraiment de la royauté, Sherlock Holmes est un marginal. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la police officielle et qui analyse le système encore mieux que celui qui est dedans, parce il sort de son cadre de référence. Donc c'est un marginal, mais qui permet d'éclairer le monde d'une certaine façon que personne n'a. Un grand merci Thierry d'avoir partagé toutes vos connaissances avec autant de passion sur Sherlock Holmes et d'avoir partagé votre regard sur Moriarty avec nous, et on vous retrouve donc au Cercle Holmésien de Paris. Merci beaucoup Thierry. À vous. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez Thierry Gilibert et le Cercle Holmésien de Paris, c'est tout simplement sur leur site internet cercleholmesparis.fr, Cercle Holmes Paris tout attaché. Quant au manga Moriarty the Patriot de Hikaru Miyoshi et Yosuke Takeuchi, les 19 tomes sont disponibles en librairie. Le dernier volume en cours est sorti au début de cet été. Ne manquez pas non plus le spin-off The Remains qui nous plonge dans les souvenirs des Moriarty. Il est lui aussi disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le début du mois d'octobre. À nouveau, merci pour votre écoute, et n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant. Puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. La semaine prochaine, on part fréquenter le sanctuaire et mettre des armures d'or ou même de bronze, puisqu'il est question de Senseiya et de la toute nouvelle édition drivée par Monsieur Kurumada lui-même. Salut à tous.